Bienvenue sur Expédition Tech, le podcast où l'on part à la rencontre des entrepreneurs tech qui révolutionnent leur marché. Dans chaque épisode, je vous propose de découvrir leur parcours, leurs ambitions, les dessous tech de leurs projets, mais aussi leur quotidien sans artifice. Cette semaine, je suis heureux de vous présenter l'histoire de Centum avec l'un de ses fondateurs, François Sebès. Sans transition, je vous propose de passer à notre conversation. Bonjour François, je suis ravi de t'accueillir pour la saison 2 du podcast Expédition Tech. On se rencontre pour la première fois aujourd'hui, on a un petit peu discuté avant, mais j'ai très hâte déjà de passer la prochaine demi-heure avec toi. Avant de te poser toutes mes questions, peut-être, est-ce que tu peux nous remettre un peu de contexte sur ce qu'est Centum et sur qui tu es toi pour Centum? Bonjour Alexis, oui, merci. Je suis François Sebès, j'ai 60 ans, 63 ans aujourd'hui, père de famille, 3 enfants. Et donc, je suis fondateur de la société Centum Addetel, qui s'appelait Addetel précédemment, et dont le siège est à Lyon. Donc, c'est une société qu'on a fondée avec quelqu'un qui était aussi en contact avec la société Neftis pour l'aspect innovation, qui est Xavier Benoît. Donc, on a cofondé ça. Premier exercice en 91, donc ça fait 30 ans, Ouais. qu'on a démarré cette société à Lyon. Donc, pour mon parcours, très rapidement, je suis ingénieur de formation, avec un parcours classique d'ingénieur en développement, R&D, et puis chef de projet. Et puis, j'ai eu la responsabilité d'une équipe technique. Et ensuite, en 91, j'avais constitué une petite équipe à Lyon en R&D, tout en étant à l'origine parisien. Et donc, on a eu ce projet de démarrer une société dans l'ingénierie électronique et de l'innovation par l'électronique. Effectivement, 30 ans, déjà c'est assez rare même de rester aussi longtemps à la tête de sa propre entreprise. Moi j'avais une question un petit peu plus large pour démarrer, c'est qu'est-ce qui t'anime encore 30 ans après? Là aujourd'hui, tu vois, on a l'impression que les carrières, elles sont assez courtes, on change aussi beaucoup de voies. Qu'est-ce qui t'a fait tenir depuis 30 ans sur un sujet qui est quand même très niche, très tech, Oui, qui est assez peu grand public quand même, il faut le dire. tout à fait. Oui. Qu'est-ce qui te motive le matin à te lever depuis 30 ans pour Centum? Tout d'abord, les 30 ans sont passés super vite. Ça, c'est le premier point. Et quand on a démarré la société, en ayant une visibilité, en se disant un projet sur 5 ans, et puis on sera une cinquantaine de personnes et on aura atteint une taille critique. Donc on a démarré cette société avec une ambition qui n'est pas très éloignée de ce qu'on fait toujours, mais sans savoir exactement quelle était la finalité en termes de taille, de chiffre d'affaires. Et donc, en fait, chaque étape a été une nouvelle aventure, un nouveau projet, la croissance de 0 à 50, la croissance de 50 à 100, l'ouverture à l'international, l'activité sur différents types de métiers. Et donc, ces 30 ans sont passés vite et on est presque déjà en train de penser comment transmettre aujourd'hui avec un projet qui a été quand même assez passionnant, même s'il y a eu des hauts, des bas, des crises, Forcément. etc. Mais voilà, donc c'est un projet d'une vie professionnelle et qui s'est passé sans ennui. Et je dois dire que même l'année dernière, 2020, a été une année assez rock'n'roll, qui est très difficile, mais très intéressante. Et donc chaque année, il y a eu des difficultés, des succès, etc. Alors on va revenir sur ce que vous faites au sein de Centum, toutes les technologies, parce qu'il y en a plusieurs derrière. Si tu devais résumer en guise d'introduction, en 1-2 phrases, pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce secteur-là, comment est-ce que tu résumerais Centum en quelques phrases? En fait, on est des ingénieristes dans l'électronique embarquée, dans l'électronique contrainte. Alors quand on parle embarquée contrainte, c'est l'aéronautique, c'est le transport ferroviaire, c'est le médical, c'est l'automotive et puis le véhicule industriel. C'est des domaines qui sont avec des contraintes différentes de ce que l'on peut avoir dans un bureau avec un PC sur son bureau. C'est vraiment les contraintes de l'environnement difficile. Et donc, ce que l'on fait, c'est que l'on traduit en fait des idées, des concepts qui peuvent être faits
quelqu'un qui est un avionneur, quelqu'un qui est un fabricant de trains, quelqu'un qui est... un médecin, tu me prends l'exemple d'un médecin. Exactement, qui peut avoir des idées et on doit l'aider à traduire ces idées sur un produit qui est étudié pour être à un bon coût, qui est étudié pour être à une durée de vie telle que c'est attendu, et puis qui doit supporter les vibrations d'un train, les exigences d'un avion. Donc c'est vraiment cet aspect de traduction d'idées, d'innovation, faite souvent par des tiers ou faite par des très grands comptes comme Safran, Thales, Airbus, Alstom, qui fabriquent des trains, des avions, et qui nous utilisent pour, sur une partie, parce qu'ils ont eux-mêmes leur savoir-faire, traduire ces idées en produits. Ces produits maintenables, fabricables, qui doivent durer 30 ans, 40 ans. Hein, les hélicoptères, par exemple, ça dure 40 ans. On va revenir là-dessus parce qu'il y a plein de sujets extrêmement niches que je trouve assez passionnants. Moi, la question que je me suis posée en préparant un peu notre échange aujourd'hui, je me suis dit, en 90, qu'est-ce qui te fait tenter l'aventure entrepreneuriale sur un sujet aussi niché? Alors, tu l'as dit, tu étais ingénieur, mais tu vois, je ne sais pas si... Est-ce que c'est quelque chose, quand on est pendant ses études, de se dire, je vais monter une boîte dans l'électronique sur un sujet qui est aussi spécifique, avec énormément de recherche, de R&D, etc. Qu'est-ce qui t'a motivé à monter, à co-fonder cette entreprise-là il y a 30 ans aujourd'hui, quoi? Alors, d'abord, je suis passé par des grands groupes. J'ai été dans des structures qui ont été reprises par Thales et on voyait l'émergence de sociétés d'ingénierie très généralistes et qui sont des vrais succès français comme Altran, Alten, AK, qui accompagnent ses clients sur des gestions de ressources, ressources complémentaires. Et en étant électronicien, on s'est dit que souhaiteraient nos clients. Nos clients souhaiteraient non seulement des ressources, mais des sociétés qui ont aussi un niveau, un état de l'art acceptable pour être capable de travailler à côté d'eux sur leur développement. Et donc, on avait cette idée d'être ingénieuriste, mais aussi avec une capacité de prendre des responsabilités sur des conceptions, sur des industrialisations. Et c'est vraiment cette perception que l'on pouvait avoir en étant dans des grands donneurs d'ordre, qu'est-ce qu'ils pouvaient attendre dans une spécialité électronique. Alors, tu l'as dit en introduction sur ta présentation, dans les années 90, Adetel, tu cofondes Adetel. Aujourd'hui, c'est Centum Adetel. Adetel, une boîte lyonnaise, française. Aujourd'hui, on est quasiment sur un groupe binational, multinational, franco-indien. Oui. Ça aussi, c'est quand même particulier. Oui. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment s'est fait cette rencontre-là? À quel moment vous vous dites on va se greffer à un acteur indien qui rentre au capital, qui est un acteur industriel et non un acteur financier comme on peut le voir d'habitude? Tout à fait. Raconte-moi un petit peu à quel moment d'ailleurs ça arrive dans le développement d'Adetel. Oui. Et puis si tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé. Tout à fait. Alors, d'abord, très souvent, c'est des histoires d'hommes et de rencontres. Hein, c'est ça c'est aussi ça qui fait pour moi l'intérêt de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir la chance de rencontrer des clients, des directions de chez mes clients, des fournisseurs et le plaisir de s'interfacer avec eux, de discuter. Et c'était une rencontre. Et pour donner un peu l'historique de cela, en fait, on a en 2013, on devait être à peu près 300 personnes. On avait commencé à ouvrir un petit bureau au Canada. On pensait un peu à des sites dans d'autres pays à coût plus bas pour être compétitif. Donc on avait cette réflexion-là. Et en parallèle de ça, un de nos clients qui travaillait pour le Rafale, et pour les projets Rafale indien, hein, qui a été un des premiers grands succès de dont Dassault. on en a beaucoup entendu parler, Voilà, effectivement. Et oui, c'est ça, c'est 2000. C'est quoi, 2014? Oui, le démarrage, l'officialisation de ça devait être en 2013-2014.
Mais Bien sûr. le travail pour gagner ce marché, je ne sais pas, ça a dû commencer en 2006, 2007. Ça a été un très long parcours pour Safran et ses équipementiers, Thales, Safran, pour remporter ce marché. Ce marché a été gagné avec un certain nombre bien sûr, d'innovations faites en France et puis de contenu indien, de Make in India, pour pouvoir, je dirais, avoir une partage de la valeur ajoutée entre la France, bien sûr, et puis l'Inde. Et donc, un de nos clients, Thales, nous a dit, je connais Detel comme fournisseur en études électroniques, je connais Centum en tant que fabricant en Inde. Vous êtes deux fournisseurs avec qui on apprécie de travailler. Rencontrez-vous, quoi. Rencontrez-vous et travaillez ensemble. Donc, on a travaillé en 2013 sur les premiers projets, nous en design, eux en fabrication. Et 2 ans après, on s'est rencontrés, c'était au Bourget 2015, avec Rao, qui était le chairman du groupe. Et il m'a dit, moi j'ai envie de me rapprocher de mes clients. Mes clients, ils sont 85% en dehors de l'Inde. Et donc, j'ai envie d'apporter de la valeur ajoutée avec mes clients. Je serais intéressé pour rentrer dans ton capital. Et de notre côté, nous avons toujours été actionnaires minoritaires, donc on avait des partenaires financiers, on avait un cycle avec un partenaire financier qui est très très constructif, ça s'est très bien passé, qui nous a vraiment accompagnés, mais on devait passer sur un troisième cycle de partenaires financiers. Intéressant. Et on s'est dit là, on va essayer d'ancrer le projet dans un projet industriel, études, indus, fabrication. Et international. C'était ça le... Et parce que finalement, là, ce que tu me dis, c'est que finalement, vous verticalisez aussi l'offre. Là, vous étiez beaucoup sur la conception, le design, et je suppose que vous aviez des partenaires, des sous-traitants sur la partie vraiment fabrication, composants électroniques, fabrication. Là, du coup, vous intégrez tout dans un seul, enfin quasiment tout sur un seul et un même groupe, et en plus avec une portée internationale par rapport à le groupe Centum de base est beaucoup plus gros que Adetel. Non, on est 2 entreprises de taille moyenne. Je pense que ils font à peu près 80 millions d'euros sans nous, 90 millions d'euros sans nous. On apporte une 50aine de millions d'euros. Donc, on est un groupe 150 millions d'euros. Donc, une entreprise de taille moyenne, une ETI, mais une ETI internationale. Et c'est une entreprise familiale avec un projet long terme. Et c'est vraiment ce qui m'intéressait aussi. C'était comment transmettre, pas aujourd'hui, mais dans quelques temps, la société, et comment garantir effectivement à mes collaborateurs, aux salariés, une pérennité de projet. Et cette pérennité de projet, elle prend du sens avec ce que tu as dit, c'est-à-dire cette filière verticale capable d'aller du design jusqu'à la fabrication. Alors tout à l'heure, tu me disais que globalement, vous accompagnez notamment des grands industriels, des Airbus, des Thales, des Safran, etc., dans leurs projets de R&D sur la conception et sur l'innovation. Moi, la réflexion que je me suis faite, un peu la réflexion grand public, c'est que je me dis, ces entreprises-là, elles sont des milliers de personnes aujourd'hui. Il n'y a pas de pôle qui intègre ce que vous faites, vous. C'est pas des entreprises qui ont internalisé ce type de réflexion-là, ce type de projet, ce type d'action. Elles travaillent encore avec des sociétés comme vous sur des gros projets, par exemple, de R&D, d'innovation. Moi, tu vois, la conception peut-être naïve que j'avais, c'était que tout était internalisé. Toute la partie R&D était internalisée, même dans ces grandes entreprises-là. Oui. Du coup, c'est pas le cas, c'est ce que je comprends. C'est une bonne question, effectivement. Et je pense que ces grands clients ont une réflexion make or buy, je dirais, même de leur innovation, de leur R&D. Et elles sont bien sûr, quand on prend un Thales ou un Alstom ou un Safran, elles ont des cœurs d'activité où elles maîtrisent complètement l'électronique de puissance. Heureusement d'ailleurs. Heureusement et avec beaucoup de succès. Par contre, il y a 2 choses. Il y a une réflexion make or buy. Est-ce que je peux tout faire en interne? Est-ce que c'est aussi pour moi un risque d'avoir 100% de mes ressources en interne, sachant que chaque industrie a des cycles économiques qui fait qu'on peut être en haut de cycle, mais aussi en bas de cycle. Donc,
on a aussi un rôle, si vous voulez, d'activité transverse et donc du coup de pouvoir absorber des baisses ou des hauts de cycle. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est un peu plus noble, c'est il y a des sous-ensembles que je considère que Centum Addetel peut apporter de l'innovation ou de la transversalité des domaines, c'est-à-dire que ce qu'on peut faire en aéronautique pourrait servir en transport. Souvent, nos clients sont des spécialistes. Un Alstom ne fait que, et fait très bien, mais que du matériel ferroviaire. Un Airbus fait que des avions ou des hélicoptères. Et donc, nous, on a cette capacité à avoir différents domaines et leur permettre de profiter de méthodes de conception, de méthodes de développement qui peuvent venir d'autres domaines. Donc, il y a cette réflexion make or buy sur certains sous-ensembles. Et puis, il y a des activités qui ne sont plus cœur d'activité chez nos clients. Je prends les systèmes d'information passagers, qui sont des systèmes d'information passagers pour les trains ou les métros que tu retrouves dans les RER, que tu retrouves dans la ligne 14. Ce sont des systèmes qui sont à l'origine développés par nos clients. Et puis, ils se sont dit, est-ce que c'est différenciateur de continuer à concevoir ça pour mes trains ou pour mes métros? Et donc, ils ont plutôt cherché ensuite à externaliser cette commodité, cette fonction, en cherchant des partenaires extérieurs. Et ces partenaires extérieurs essayent d'avoir la même rigueur, le même niveau de technologie que peut avoir notre client. Donc il y a tout cette composition entre les grands donneurs d'ordre, les sociétés de taille moyenne. Mais effectivement, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis. C'est un petit peu ce qu'on peut voir, moi qui viens un petit peu du milieu du conseil, c'est aussi la valeur ajoutée que les clients viennent chercher, c'est... vous voyez plein de cas d'usage différents dans des industries différentes. Et donc, c'est aussi ce mix-là que vous apportez, les différents regards sur une même technologie qui permet aussi potentiellement, sur un acteur ferroviaire, vous inspirer de ce qui a été fait sur l'aviation ou sur même l'aérospatiale, je ne sais pas, peut aussi, vous avez ce regard-là qu'un Alstom n'a pas, puisque par définition, ils sont effectivement spécialisés, en tout cas jusqu'à maintenant, sur du ferroviaire. Il y avait, tu me disais, 2020 a été une année un peu rodéo rock'n'roll. Je pense que tu dois sûrement faire référence à toute la pénurie, notamment vous êtes une entreprise quand même qui produit des composants électroniques. Oui. Il y a une grosse pénurie de matières premières aujourd'hui et qui va continuer. Et ça, je me dis, aujourd'hui, ça arrive sur la matière première parce que la spécificité que vous avez sur la R&D, vous n'êtes pas que sur de l'algorithmie, sur du jus de cerveau, etc. Il y a une composante matérielle présente. Comment tu fais pour gérer une pénurie mondiale qui vous impacte vous, mais qui impacte aussi vos clients? Je me dis, ça peut être intéressant de voir comment est-ce que vous avez géré ça, vous gérez ça avec Centum, parce qu'aujourd'hui, ça arrive sur de la matière première. Oui. Demain, ça peut arriver sur plein d'autres sujets dans le monde. Comment est-ce que ça s'est passé, cette pénurie-là? Oui, c'est vraiment le deuxième effet du Covid. Non seulement on a eu cette activité avec un bouleversement, c'était vraiment... L'industrie aéronautique a été bouleversée par cette crise-là. Et le deuxième effet, pour nous, électroniciens, c'est effectivement cette pénurie de composants sur le marché mondial qui a des raisons sur les centres de fabrication, comme sont Taïwan, où il y a eu des problèmes et complètement... décorrélés de la crise, qui sont liés à des conditions climatiques, qui ont fait que des usines ont fermé. Et Taïwan est un des gros fabricants de composants. Il y a eu des gens qui ont vidé leur stock parce qu'effectivement, ils n'ont pas reconstitué. Donc, on se retrouve devant une problématique. Alors, ce qu'on essaye de faire, ça ne fonctionne pas toujours, c'est d'essayer de trouver on fait une électronique 2 ou 3 solutions de type de famille de composants alternatives qui permettent effectivement de ne pas être dépendant d'un seul fabricant. Et malheureusement, il y a des fois où ce n'est pas possible, et on a le cas aujourd'hui d'un projet avec la SNCF où
pour un petit composant à Taïwan. Ça bloque le projet. On est en train de voir comment on peut solutionner ces livraisons pour ce client-là. Et j'espère, mais ça ne sera pas avant la fin de 2021, qu'effectivement on va retrouver un régime de production plus stabilisé. Et peut-être les Européens, peut-être les Américains vont peut-être aussi, on en parle réinternaliser un peu de production de ces composants critiques, parce que là, on a une vraie dépendance. Donc, on essaie de double sourcer, d'avoir des alternatives, mais parfois, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est le deuxième problème lié au Covid. J'ai envie qu'on essaie de pour des personnes qui ne sont pas forcément dans votre industrie à vous, qu'on essaye un peu de se projeter, quels sont un peu les cas d'usage, qu'est-ce que vous faites concrètement pour vos clients. Aujourd'hui, c'est quoi les grands domaines d'expertise chez Centum ? Est-ce que tu pourrais me les détailler de la manière la plus simple possible ? Oui. Et puis ensuite, je te propose, on rentre dans 2-3 cas d'usage concrets de ce que vous avez pu faire pour des clients. Parce qu'il y a plein de choses que moi j'ai découvert qui nous entourent, mais sur lesquelles on n'a pas forcément conscience qu'il y avait énormément de technologie derrière. Oui. Mais avant ça, je veux bien que tu me détailles un petit peu les grands domaines d'expertise que vous avez chez Centum. Oui. Alors, comme je te disais, on est très impliqué dans les domaines transport, que ce soit aéro, ferroviaire, véhicules industriels. Et il y a des challenges qui sont très importants pour cette industrie, c'est de travailler sur des solutions décarbonées, des solutions propres. Et c'est une obligation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix, il faut trouver des solutions décarbonées parce qu'autrement, il y aura une rupture de l'envie des passagers de prendre ces transports. Donc, le premier point, c'est de travailler et d'accompagner nos clients sur ces solutions qui sont plus d'hybridation, plus d'électrification, des nouvelles alternatives comme les piles à hydrogène, comme les stockages d'énergie, les supercapacités. Tous ces nouveaux types de technologies sont embarqués dans les trains, dans les avions de demain. C'est quelque chose. Et donc, cet aspect clean tech est vraiment un domaine sur lequel on souhaite être un partenaire de nos clients. Le deuxième point, c'est la sûreté et la sécurité de l'information. On est dans un environnement digital avec beaucoup de data, beaucoup de données, beaucoup de stockage de données à l'extérieur. Et on le voit de plus en plus tous les jours, des cyberattaques, des problèmes d'intégrité des données. Et donc, il faut qu'on travaille sur ces protections des données, sur la cybersécurité, surtout dans des domaines où l'information n'a pas le droit d'être polluée, transformée, détournée. Si on dit à des passagers d'un train descendez à gauche alors que le quai est à droite, c'est une image, mais c'est une catastrophe. Et donc, il y a cet aspect de la data, d'un monde plus digital. Et ça, c'est le deuxième volet sur lequel on est. Et dans l'ensemble de nos projets, on est sur ce monde plus digital, avec ces contraintes de sécurité et cet aspect changement climatique et électronique qui permet des transports décarbonés. Alors, dans les cas d'usage que vous en avez, il y en a plein. Malheureusement, j'ai dû choisir. On n'a pas plusieurs heures devant nous. Moi, il y a un sujet qui me fascine. J'en parlais avec Arnaud dans l'épisode 0 d'Expédition Tech sur l'industrie de l'aérospatiale. Oui. Aujourd'hui, on l'a vu, ça ne date pas d'aujourd'hui, déjà hier, mais il y a le marché se privatise d'une certaine manière avec des grands acteurs, SpaceX du côté d'Elon Musk, on a Blue Origin du côté de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Moi, je ne savais pas qu'il y avait aussi des programmes en France, Aerospace de mémoire, oui. qui étaient développés en France sur des sujets d'aérospatial. Il se trouve que vous avez aussi votre rôle à jouer dans cette industrie-là. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le contexte de ce que vous faites sur ce sujet-là ? C'est quoi un peu le cas d'usage sur lequel vous travaillez et puis comment ça se fait ? Alors c'est vrai, ce qu'on appelle le New Space, cet aspect de nouvel environnement satellite et spatial est une révolution. Tu as entendu parler des SpaceX, des OneWeb, des constellations de satellites. Et donc, on est sur une révolution
par rapport à l'usage. Et la 5G est une des raisons qui fait que ce New Space va se développer de façon importante avec ces liaisons satellite-sol et puis même ces liaisons satellite-satellite avec ce qu'on appelle les objets connectés autour de ces technologies. Donc on a en France, en Europe et en France des acteurs majeurs qui sont vraiment des numéros 1, qui sont dans les numéros 1 au monde, que sont les grands industriels, Thales, ANA Space, Airbus, DS. Et on a aujourd'hui aussi, par rapport à ces objets qui sont des plus petits objets, parce qu'avant on avait des satellites d'une tonne ou plus, et on est sur des satellites qui peuvent faire 50 kg, 100 kg. Et donc on doit réfléchir et qu'on en voit par centaines. C'est fou. Oui, on a une vraie révolution. Mais c'est vrai qu'on a la vision des gros dans comme vous voyez, il y a dans les années 80, conquête spatiale, etc. Et effectivement, aujourd'hui, c'est presque miniaturisé. Parce qu'un satellite qui fait 50, 100 kilos... Alors, il y a cette miniaturisation, mais il y a aussi, en fait, cette nouveau concept de dire on a une cinquantaine de satellites à la place d'un, par exemple. Et ces 50 satellites, si j'en ai un qui tombe en panne, c'est pas grave, parce que j'ai les 49 autres qui vont fonctionner, je vais pouvoir communiquer entre mes satellites, reconfigurer, etc. Donc, il y a un concept aujourd'hui qui a changé. Donc, ces grands clients sont vraiment présents et on travaille avec eux, et on voit émerger des nouveaux acteurs plus petits qui travaillent aussi en bonne coopération avec ces grands clients, mais qui apportent de l'innovation dans ces projets-là. Et nous, on travaille sur l'aspect électronique de puissance, stockage d'énergie. Dans ces domaines-là, on a des travaux aussi sur les liaisons satellites sol qui permettent d'accueillir la 5G. Donc, on est dans ce révolution, vraiment révolution. Et quand on voit les SpaceX... comment c'est devenu encore moins de 10 ans, une réalité et en partant vraiment de zéro. Exactement, et puis de dire est-ce que ça va vraiment fonctionner. Aujourd'hui, on est dans cette révolution-là. Et du coup, les grands donneurs d'ordre réfléchissent aussi à travailler un peu en grappe ou en cluster avec des sociétés plus petites qui peuvent apporter dans leur domaine un peu d'innovation. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est vraiment international. C'est-à-dire que si tu sais faire des satellites plus petits, tu peux les faire en Inde, tu peux les faire au Canada, tu peux les faire un peu partout. Et donc, on doit accompagner, tout en gardant la technologie française et puis l'état de l'art, on doit accompagner effectivement, parce que le New Space, il est New Space en Inde, il est New Space au Canada, etc. Oui, il est global, quoi. Exactement. Et donc, ça, c'est une révolution et on a des savoir-faire. On a des savoir-faire en France, on a des savoir-faire en Inde, puisqu'on a nos collègues indiens qui font partie des petits champions du spatial en Inde. Et donc, on est sur des échanges. Et là, on apprend de nos collègues indiens et on peut permettre de travailler avec nos clients sur non seulement des nouvelles technos, mais aussi une approche de compétitivité. Donc, c'est passionnant et c'est vraiment quelque chose qui va révolutionner les satellites. Alors, on est très modeste, hein, on est sur des équipements, un système de stockage d'énergie, mais on fait partie de cette aventure-là. Du côté de nos villes, notamment les voitures hybrides, électriques, etc., qui arrivent et qui vont continuer, et j'espère que demain, ça pourra devenir une norme, en tout cas en France. Vous travaillez aussi là-dessus. Oui. En préparant et en discutant un petit peu juste avant, je faisais la comparaison avec nos téléphones qu'on charge aujourd'hui en les mettant quasiment par induction sur des chargeurs. Un des cas d'usage sur lesquels vous êtes en train de travailler, c'est de répliquer ça à plus grande échelle avec beaucoup d'autres contraintes que simplement son téléphone, mais d'essayer de plus avoir de câbles, de fils, de branchements, etc. sur les voitures électriques en milieu urbain. Ça, c'est aussi un projet sur lequel vous travaillez aujourd'hui ? Oui, on a, c'est ce que j'en parlais un petit peu sur ces domaines des clean tech. On essaye de travailler sur cette transversalité
des domaines d'application. Et on a travaillé il y a 5 ou 6 ans dans un projet Corac, un projet Clean Sky, qui est un projet du ciel européen plus propre, donc, qui a été Clean Sky 1, Clean Sky 2, c'est public, hein, donc on peut en parler. Et c'est européen ? C'était européen. D'accord. Clean Sky est un programme européen et on a travaillé avec Safran sur un système de récupération d'énergie pour les avions sur les tarmacs, pour essayer effectivement de ne pas utiliser le moteur, qui est une aberration, pour rouler. Un moteur d'avion, c'est vraiment pas fait pour rouler. Pour voler, ça va, mais pour rouler, il y a vraiment une gabegie de kérosène. Et donc, on a travaillé sur ces systèmes de stockage rapide, etc. Et ces technos, aujourd'hui, on regarde comment les utiliser. On a travaillé sur des technos de biberonnage sur des tramways. Donc, biberonnage, c'est comment je remplis mon coffre d'énergie du tramway. Au moment où il est arrêté, au moment où il s'arrête. Freinage, etc. Voilà, en 10 secondes, le tramway de Nice fonctionne comme ça. C'est une très très belle vitrine sur cette technologie. Aujourd'hui, on a aussi dans le domaine automobile des projets qui sont aussi des projets où l'ADEME est très présente. L'ADEME est vraiment un catalyseur d'innovation sur ces projets propres, de réfléchir à du fast charging par induction pour des véhicules et globalement de travailler sur des véhicules plus propres. Je fais une parenthèse par rapport à ça. Vas-y, on est à la maison. On travaille, alors c'est pareil, on travaille avec Michelin. Michelin, on a une culture de la confidentialité chez Michelin qui est très très forte, et donc il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas trop évoquer. Il y en a un qui est plus public, puisqu'il a été porté par l'ADEME, sur comment j'optimise la durée de vie de mes pneus camions. Et donc là, on n'est pas sur de l'économie d'énergie carburant, mais on est parce qu'un pneu de camion, c'est quand même un objet très polluant. Et polluant, volumineux. Et il y en a quand même beaucoup par camion, quoi. Exactement. Et donc, comment on peut gagner en tonnes de produits pneus par an en gérant effectivement l'économie, la maîtrise de chaque pneu de camion. Et ça, on travaille sur un système, un projet avec l'ADEME, où on a fait un proof of contents qui a fonctionné, c'est-à-dire que au passage des autoroutes, on détecte l'usure du camion, et on peut dire à un système centralisé, un système de maintenance prédictive, celui-là, on peut le rechapper, celui-là, il est encore bon, on peut continuer à rouler avec. Et donc, pour une efficience également énergétique. Et tout ça contribue effectivement à cette économie, ces économies d'énergie. Donc il y a l'aspect dont tu parlais, stockage, conversion d'énergie, mais il y a aussi d'autres modules, effectivement. Et là, on est dans les objets connectés, parce qu'il faut que chaque pneu soit capable de donner une information, etc. Hyper intéressant. Pareil, tout ce qui est transport routier, effectivement, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un marché qui est énorme aussi. Et grand public, on monte rarement dans un camion et on ne voit pas effectivement aussi toutes les micro-économies qu'on peut avoir rien que sur un pneu. Oui. Et je pense qu'il y a plein de choses à optimiser sur un camion. En tout cas, hyper intéressant. J'ai toujours une question traditionnelle maintenant sur le podcast, où c'est un podcast qui s'appelle Expédition Tech. On parle forcément de tech. Et aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent avec comme fer de lance la tech. La conviction qu'on a avec Nefty, c'est de se dire aussi faire de la tech pour faire de la tech et vendre de la tech pour aller lever des fonds parce que c'est cool de faire de la tech. Il n'y a pas vraiment de grand intérêt. On ne fait pas évoluer le monde et on ne l'améliore pas. Vous, de votre côté, 30 ans à bosser sur des sujets extrêmement complexes, extrêmement tech. C'est quoi la motivation derrière ? C'est quoi l'ambition que vous avez ? Tu vois, tu me parles de clean tech, tu me parles de vous bossez sur des projets aussi avant-gardistes sur ce que devraient être demain certaines industries lourdes. C'est quoi un peu l'ambition et pourquoi est-ce que vous continuez d'être sur des sujets aussi tech aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, c'est effectivement les sujets tech sont des sujets sur lesquels, je dirais entre guillemets, une entreprise un peu
anciennes comme nous, parce que 30 ans, c'est jeune, mais c'est quand même... Il y a quand même, Tout est relatif, ouais. mais il faut quand même qu'on reste vigilant à ces nouvelles technologies, à l'aspect, on parlait de la cybersécurité, mais aux machine-to-machine, comment nos objets peuvent travailler entre eux, au monde plus digital, etc., la data, etc. Donc ça, il faut qu'on garde cette agilité et cette curiosité qui était celle il y a 30 ans et qu'on on doit conserver. Et ça, c'est vraiment quelque chose de permanent, de rester curieux. Où est l'innovation? Et celle de 2021 et pas tout à fait celle de 1981. Et sur l'ambition, en fait, aussi, on a aujourd'hui des très grands groupes qui sont des groupes qui nous permettent, dans des pays en Europe ou en France, de tirer des développements assez formidables dans différents domaines. Je pense qu'il y a, et c'est un peu notre ambition à la fin, et c'est un peu cette ambition avec Centum, c'est cette recherche de sociétés de taille intermédiaire qui existe relativement peu en France, de sociétés beaucoup de sociétés arrivent à une cinquantaine de millions d'euros, et puis après, sociétés à 150, 200, 300 millions d'euros sont des sociétés qui ont du mal à émerger. Et pourtant, je pense qu'elles sont très complémentaires à ces grands groupes. Parce qu'on garde une agilité, on garde une curiosité, une agilité, et par contre, on a aussi une taille qui permet d'avoir un certain nombre monter sur des gros projets. Exactement, travailler sur ces projets. Et aujourd'hui, l'ambition, c'est de dire de participer, d'être à cette création de structures qui soient entreprises agiles, toujours, mais conséquente, avec une taille peut-être à terme de 300-400 millions pour le groupe, et qui soit un acteur partenaire de ces rencontres, avec ce qui existait en 85-90. On avait beaucoup de sociétés en France. Alors, je fais un peu vieux soldat là-dessus, mais des sociétés comme Crouzet, des sociétés comme Sfena, des sociétés comme Swim, qui étaient des belles sociétés qui avaient été créées après la guerre, et qui faisaient 2000 personnes, 3000 personnes, 4000 personnes, qui étaient assez franco-françaises, mais qui étaient des sociétés qui avaient participé au développement industriel, que ce soit nucléaire, que ce soit aéro, transport. Ces sociétés ont disparu. Elles ont disparu parce qu'elles ont été quasiment toutes rachetées par les grands groupes. Et ces grands groupes ont cherché l'innovation. Et aujourd'hui, par rapport à nos collègues allemands, où il y a beaucoup plus d'entreprises, de sociétés de 200, 300 millions d'euros, et c'est un peu une difficulté que j'ai eue et qu'on a eue de continuer cette progression au-dessus de 50 millions d'euros. Et aujourd'hui, on a passé ce cap avec cette filière verticale franco-indienne. On est international. Parce qu'on est au Canada, enfin en Amérique du Nord, Inde. En France, on est en Inde, donc on couvre les 3 continents. Et on a gardé cette entreprise de taille intermédiaire. Donc c'est vraiment cette ambition de continuer à travailler sur l'innovation, de travailler avec ces grands comptes qui sont des systémiers, qui ont une vision, une force de développement incroyable, et puis, mais qui ont besoin, je pense, de travailler avec des entreprises comme les nôtres. Le temps file, j'aurais encore plein de questions à te poser. Ce que je te propose, c'est de te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de conclure notre échange? Il y a un sujet qui me tient à cœur, qui est un sujet important. On fait partie d'une association de sociétés de recherche sous contrat. On est 25 sociétés en France, et celles qui veulent nous rejoindre déposent un dossier. C'est une association qui permet, en fait, avec un certain nombre de subventions, mais assez limitées, parce que sur ces 25 sociétés, ça doit être un budget d'environ 3 millions d'euros, donc ce n'est pas des très gros budgets, de tenter à développer des nouveaux produits pour des sociétés qui sont entre 50 personnes et 1000 personnes. On n'est pas on est plutôt des entreprises PME dans les audits qui ont été faits sur ces SRC, l'euro investi
l'euro subventionné est un euro très profitable pour le développement et la R&D. Et donc, c'est un mécanisme. Alors, on a beaucoup d'évolutions. Il y a eu la crise du Covid, il y a eu beaucoup d'aides publiques. Et c'est un outil qui est peut-être en danger. Donc, on a une démarche pour mieux faire connaître cette société-là. Et nous, aujourd'hui, on a la présidence de ces sociétés de recherche sous contrat. Bertin est un acteur, Vibratech est un autre acteur. Il y a d'autres entreprises qui sont adhérentes à ça. Donc c'est un écosystème, et tout ce qui permet le crédit impôt recherche est un outil aussi très important, mais tout ce qui permet à des entreprises de prendre des risques technologiques en disant recherche, je prends un risque. Donc le risque, c'est de dire je vais aboutir, je vais converger ou finalement c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas réussir, et quelque chose qui est très important pour les entreprises. De pouvoir continuer à innover et avoir effectivement une certaine capacité à gérer le risque. Mais écoute, on mettra le lien en description pour les auditeurs, auditrices, les entreprises intéressées. Merci beaucoup François pour cette belle rencontre. Moi j'ai appris plein de choses sur des sujets que je ne maîtrisais pas forcément. Donc merci beaucoup. Merci et puis, Alexis. je te souhaite une belle expédition. Oui, merci beaucoup. C'est passé très vite également. Merci. À très vite. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, eh bien le meilleur moyen de nous aider et de soutenir le podcast, eh bien c'est de le partager à vos amis et à vos collègues. Vous pouvez également laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast en tapant Expédition Tech. Merci d'avoir écouté l'épisode, et quant à moi, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao.